grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, c'est l'heure du grand journal de Télésignal. Au sommaire de cette édition, le bicolore national n'est pas mis en berne sur tous les édifices publics et privés, comme sollicité par la présidence qui a décrété 3 journées de deuil national en hommage à la mémoire de l'ancien président Leslie François Manigat, décédé le 27 juin dernier. Le CEP décide de reporter au 12 juillet prochain l'ouverture des inscriptions des candidats aux prochaines élections en vue d'une plus large participation des partis politiques au processus électoral en cours. Le président Michel Martelly participe à la 35e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui se déroule à Antigua et Barbuda. Et puis, lancement par le Premier ministre du programme d'aménagement intégré des quartiers informels de Port-au-Prince, projet financé par l'Union européenne à hauteur de 30 millions d'euros. Le ministre de l'Éducation nationale satisfait du bon déroulement des examens officiels allant de la 6e année fondamentale au bac 1. Nespi Manigat réitère sa mise en garde contre les fraudeurs. À l'étranger, mesdames, messieurs, 2 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Le bilan de l'effondrement d'un viaduc inachevé à Belo Horizonte au Brésil risque de s'alourdir selon les autorités. À la veille du 4 juillet, fête de l'indépendance des États-Unis, les autorités américaines réclament le renforcement des mesures de sécurité dans certains aéroports étrangers, d'où partent des vols à destination des États-Unis. Ces informations et d'autres vous seront développées après cette pause. Rebo a bay pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage là fait 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour avec moi qui vini là, nous avons besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui sont clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous joindre plus courant, faut que nous payions bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier,
courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. Les l'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH quand j'ai plus moyen pour nous plus courant toujours. Moins compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Bienvenue au développement du journal. Un arrêté présidentiel l'avait décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi 3 juillet et observé sur l'ensemble du territoire national afin d'honorer la mémoire de l'ex-président haïtien Leslie François Maniga, décédé le 27 juin dernier. 3 journées au cours desquelles les drapeaux de la République doivent être mis en berne au centre-ville de Port-au-Prince, le bureau des Archives nationales, l'ancienne caserne de Dessalines, bâtiment situé juste à l'arrière du palais présidentiel. Et le Collège Bird ne semble pas s'associer à ce mouvement. Ces institutions maintiennent le bicolore national en haut de son mât. Selon des étudiants de l'INAGE, 3 jours ne suffiront pas pour saluer le départ d'un homme qui a longtemps contribué à la formation de plusieurs générations d'Haïtiens et d'étrangers au rehaussement de la fierté nationale. Quelques-uns d'entre eux s'expriment au micro de Michel Depayen et Yvan Seïd. Son vivant, M. Maniga, c'est représenter un patrimoine pour nous, parce qu'à travers le monde, nous sommes capables de dire, reconnaître lui. Et déjà, il était fait non comme une plus gros historien dans le Caraïbe blanc. Donc, du fait que nous sommes professeurs, ça, bien que il allé déjà comme fondateur de la plus grande école d'administration paysan, nous sentons que ça frappe nous en pile. Et une journée, un moment d'hommage, encore une journée de deuil en mémoire de Leslie Maniga, c'est pas taper un bagage imméritable. Et moi-même qui là, journée de tout étudiant que nous avons gardé là dans l'espace là, c'est grâce à professeur ça qui fait nous jeunes côté ça pour nous former tête. Et si capable de des 4 journées aujourd'hui dans tel pays qui sont des administrateurs, des gestionnaires, des comptables, des diplomates, c'est grâce à éminent professeur ça qui était de retour à la Sorbonne en France, tu viens situer l'école ça ici. Et 3 journées de deuil là, je très bon. Et dans la mesure où, et pour qualité de travail, professeur Leslie Maniga fait dans le milieu intellectuel haïtien, dans le monde politique là, et je crois qu'il est très important pour honorer un grand homme comme ça, et qui marquait tant et qui marquait l'histoire, non seulement Haïti, mais le monde entier. Les initiatives pour rendre hommage à la mémoire de l'ancien président haïtien Leslie François Maniga, décédé le 27 juin dernier, se multiplient, tout comme les messages de sympathie parmi les notes acheminées à la rédaction de Radio-Télésignal, soulignant celle de la Confédération nationale des enseignants d'Haïti et de l'Institution nationale d'administration, de gestion et de hautes études internationales, l'INAGE, qui a été créée par le professeur Leslie Maniga, invite le grand public en général et la communauté de l'Université d'État d'Haïti, professeurs, étudiants, personnel non enseignants, en particulier à une soirée d'hommage prévue ce vendredi soir de 6h30 à 8h au local de l'INAGE à l'avenue Christophe à Port-au-Prince. Autre point, après le Panama, où Michel Martelly a assisté à l'investiture du nouveau président panaméen, Juan Carlos Varela, le chef de l'État haïtien, est présentement à Antigua et Barbuda. Le président Martelly participe ce jeudi à la 35e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CARICOM. Les participants doivent analyser et approuver en séance plénière le premier plan de développement stratégique de la région pour la période 2015-2019. Lors de la cérémonie d'ouverture de la session plénière hier, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM ont observé une minute de recueillement pour saluer la mémoire de l'ancien président haïtien Leslie François Saint-Roch Maniga, décédé le vendredi 27 juin dernier. La délégation haïtienne a souligné à l'encre forte l'importante contribution du président Maniga à la politique et l'éducation, tant au niveau régional qu'international, explique une note de la présidence. La police nationale d'Haïti est en deuil. Ce jeudi matin, l'un de ses membres, l'agent 2 Rolington Jean-Baptiste,
issu de la 15e promotion de la PNH, s'est donné la mort avec son arme de service. Le drame s'est passé à Jacmel, dans le département du Sud-Est. Wellington Jean-Baptiste étudiait les sciences juridiques à l'école de droit de Jacmel. Il faisait partie de l'unité départementale de maintien d'ordre Ludmo, âgé d'environ 30 ans. Marié et père de 3 enfants, le policier national avait des problèmes conjugaux, selon un proche. Plus de détails sur le sujet avec notre correspondant à Jacmel, René Voltaire. Policier Wellington Jean-Baptiste, agent de 15e promotion, tué tête li ak pistolet li jeudi 3 juillet 2014 aux environs 8h30 matin. Marié et papa 3 petites, policier Wellington était affecté dans Udmo. Révélation proche défunt qualifié de crime passionnel puisque madame li quitté Kaila depuis 8 jours et défunt pas rivé gain contrôle li. Directeur PNH Sud-Est la France LB qui était sous place très triste et fait déclaration si la yo. C'est un bail qui triste et ça c'est un événement tout qui fait nous passer en pile et je pense que l'événement ça l'a servi institution et recommandement la police là l'a servi toute autorité au niveau de l'État pour que on réfléchisse sur le fonctionnement de la police là parce que ça c'est une faiblesse au niveau question médicale. Toutes les fois un policier a un problème il faut le joindre un monde pour parler. Donc nécessité pour que au niveau de la police ça gagne des psychologues qui pour visiter les policiers et surtout unité spécialisée yo ka exciter grand pile qui a traversé yo. Donc pour que gagner des médecins psychologue au service de la police. Après constat légal, appareil judiciaire commune, officier judiciaire te bay l'ordre pour lever cadavre là qui pour konya li nan yon morgue privé dans ville là. Entre-temps, PNH là mettait sous pied yon enquête pour y déterminer cause suicide ça. René Voltaire, métropole du Sud de Jacmel, Signal FM. On va parler élection à présent. Le Conseil électoral provisoire décide de reporter au 12 juillet prochain l'ouverture des inscriptions des candidats aux prochaines élections. Selon une note du CEP datée du 3 juillet 2014, l'institution électorale, jusqu'ici incomplète, indique avoir pris cette décision en vue de permettre, je cite la note, une plus large participation et une meilleure inclusion des partis politiques au processus électoral en cours. La fermeture du processus d'inscription des partis politiques par le Conseil électoral provisoire n'est qu'une stratégie utilisée par l'organisme électoral incomplet pour faire marcher les partis qui contestent le CEP. C'est l'avis du député Sorel Jacinthe. Le parlementaire a fait remarquer que l'actuel CEP comporte 5 membres sur les 9 prévus par la Constitution en vigueur. Le sénateur Jacinthe y souhaitait que le Conseil soit complété dans les meilleurs délais afin de rouvrir le registre d'inscription aux partis et regroupements de partis politiques. L'élu de Morin-Chambellan au micro de Ronald Desormes et d'Yvan Seïd. Moi-même, moi dis que pourquoi est fermé. Les élections en fait, ou après CSPJ choisi moun pour le choisir, ou après exécutif l'a dit en avant, ou après international l'a dit en avant, et puis tout le monde a conformé. Donc moi-même, en tant que candidat au Sénat, je ne suis pas inquiet. Il n'était pas enregistré. Toute l'autre partie, les 6 pas enregistrés. Nous ne sommes pas inquiets. Donc ça va venir. Ça va venir. Il y a M. Bélanger pour prêter serment. Il y a M. Néhémie pour prêter serment. Il y a M. comment il s'appelle déjà, Mathurin pour prêter serment. Il y a l'autre membre qui va sortir dans CSPJ qui vient pour prêter serment. Donc vous voulez faire comprendre 5 membres, il a fait tout à fait, les 4 membres sont venus, ils ont été gardés, et puis tout le monde dans la population a été gardé tout le monde. Pas aucun avancé, aucune avancée. CEPA c'est normal pour faire pression, conseil de travail administratif pour l'essayer faire, mais quelque part on pense que automatiquement CEPA fin équilibré, 4 membres sont fin prêter serment, les ça ils vont chita ensemble et puis qu'on y a pour dire gouvernement, CSPJ, parlement, nous prêts pour les élections et puis planification va le faire, lancement va le faire. Donc on va le temps. La lutte contre la drogue, le trafic illicite et la contrebande était au centre du 35e Conseil de gouvernement réalisé ce mercredi. Les ministres de la Justice, de l'Intérieur et les responsables de l'ULCC, de la CONALD, de la DGI et de la GD ont présenté le bilan des actions de leurs institutions respectives dans cette lutte conjointe. La stratégie de lutte de la République contre le trafic illicite des stupéfiants repose en grande partie sur la Commission nationale de lutte contre la drogue. Cet organisme qui a vu le jour suite au vote de la loi du 7 août 2001 portant sur le contrôle et le trafic illicite de la drogue est le fer de lance de la guerre que livre l'État haïtien contre les narcotrafiquants. Suivez un reportage signé Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Dans la lutte contre le trafic de stupéfiants que mène le pays, la Commission nationale de lutte contre la drogue est placée au premier plan. Interventionner tout d'abord
les plus dans niveau politique, c'est-à-dire définir politique l'État en matière de lutte contre la drogue. Après chaque opération menée par la douane ou la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS, les techniciens de la CONAL font le suivi en s'assurant que rien n'est laissé au hasard. Il y a pour devoir, selon la loi, informer nous de saisir, vous voyez, procès verbal saisir pour nous, de façon que nous-mêmes nous ayons information et travail en conséquence. Si les inculpés sont reconnus coupables par un tribunal, des saisies sont effectuées. Dans le cas contraire, c'est encore la CONAL qui est chargée de faire le nécessaire. La CONAL s'arrange avec on dit inculpé innocenté, ok, pour que le capable de remettre les bien ni que la justice t'ait saisi en attendant que décision t'ait sortie. Depuis la fin des années 80, Haïti a été la plaque tournante d'un trafic utilisant le couloir caribéen pour approvisionner le marché nord-américain. Lancement ce jeudi à Pétionville du programme d'aménagement intégré des quartiers informels de Port-au-Prince. Un projet cher à l'exécutif qui vise l'amélioration des conditions de vie de la population des zones urbaines à travers la mise en place des infrastructures adéquates. Ce programme, dont la durée d'exécution est de 18 mois, est financé par l'Union européenne pour un montant de 30 millions d'euros. Reportage signé Tom Dumont et Wendy Henry. C'est le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui a lancé le programme d'aménagement intégré des quartiers informels de Port-au-Prince. Un projet cher à l'exécutif, selon le chef du gouvernement, qui précise que c'est le pays tout entier qui sera le principal bénéficiaire de l'innovation des quartiers. Il y a la construction pont, dans l'élargissement route, dans mettre lumière, dans travail sur la ville, dans faire petite place, dans faire trottoir, dans faire assainissement, nettoyage. Et ça a rentré dans le cadre de l'embellissement pays. Le directeur exécutif de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics préconise le respect des normes de construction dans la perspective d'aménagement du territoire. Pour construire mieux, qui est notre slogan à l'UCLBP, sous-entend une planification adéquate pour une meilleure gestion des ressources et l'aménagement de milieux de vie agréables. Cette planification suggère à la fois le respect des normes, la mise en place d'un cadre réglementaire et ses différentes formes de contrôle et l'utilisation d'outils de gestion urbaine appropriés et adaptés. Chargée de projet à l'Union européenne, Nicole Fischer précise que ce programme figure parmi un ensemble élaboré par l'UE pour un montant de 50 millions d'euros à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Sur ces 54 millions d'euros, 20 millions sont destinés spécifiquement au projet équipe, c'est-à-dire 2 tiers environ du coût opérationnel. Ces 2 tiers de financement, ces 20 millions, sont confiés à l'agence d'exécution de l'un de nos États membres. L'Agence française de développement et l'Union européenne financent ce programme qui s'étend sur une période de 18 mois. Une rencontre s'est tenue ce jeudi entre la Commission économie et finances de la Chambre basse et la Fédération nationale des Kazakh d'Haïti. Les discussions ont porté autour des délais et des modalités de décaissement des fonds estimés à 1 million de gourdes alloués au conseil d'administration des sections communales dans le budget de l'exercice fiscal 2013-2014 pour la réalisation, bien sûr, de projets communaux. La commission finance de la Chambre des députés entend inviter les ministres de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances à s'expliquer sur le décaissement de cette allocation qui devrait se faire avant le 30 septembre prochain, informe le député Chazer Chancy, président de la dite commission. Ça qui sortit dans la rencontre là, c'est que il y a demandé de faire une invitation ou bien une convocation pour nous inviter ou bien convoquer le ministre de l'Intérieur avec les finances dans l'autre rencontre pour qu'on ait exactement avant 30 septembre qu'il est que comme ça a mis à disposition de sections communales pour capable faire de projets qui a caractère scolaire pour protection de l'environnement, sur l'agriculture, etc. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne initiative et nous
nous-mêmes avons toujours accompagné Kazekyo et Kazekyo même porte-parlement ouvre pour que nous soyons capables de discuter en fait entre nous pour nous regarder comment on a apporté de amélioration dans les conditions de vie de gens qui vivent dans l'arrière-pays. Normalement, le premier montant c'est 1 million de gouttes minimum et c'est une répartition qui est faite par les deux assemblées, les députés et les sénateurs sur fonds collectivité territoriale. Le président de la Fédération des Kazakh d'Haïti, Paul André, se dit satisfait de la rencontre avec la commission finances de la Chambre basse. M. André affirme avoir fait part aux membres de la commission des inquiétudes des Kazakhs autour du décaissement des fonds et de l'implication des membres des Kazakhs dans les projets de développement au niveau de leur commune. Paul André invite le ministre de l'économie à transférer cette allocation au plus vite au fonds de gestion des collectivités. Ces propos recueillis par Yvan Seyid. Nous devons regarder qui formule avec le Parlement, comment le décaissement a fait. Nous connaissons qu'il y a 3 mois pour arriver là pour l'année fiscale la finie. C'est que nous discutons en long et en large avec satisfaction. Hier, Kazakh était réuni. C'était inquiétude, nous fait avancer l'inquiétude et nous joignons des éléments de solution ensemble. Comment nous pourrons arriver. Et inquiétude là, c'était vraiment inquiétude là, c'était est-ce que toute Kazakh a privé de ces fonds ça et comment et participation et section communale là lui-même et il était dit nous tout qui participation et député et sénateur et il était voulu faire nous connaître tout côté Koblaye et en pile Kazakh te connaît c'était dans planification et fond dans loi de finances montrer nous c'est dans fonds de gestion collectivité mais nous souhaitons que et finance lui-même pour le faire travailler par lui pour le voyer montant ça aller dans fonds de gestion collectivité le plus vite que possible pour que et section communale joignent font ça pour démarrer et nous souhaitons tout nous solliciter commission pour que yo pas oublier section communale yo pas oublier Kazakh yo. Au chapitre de l'éducation, fin ce jeudi des examens du baccalauréat première partie sur tout le territoire national. Au total, 191 202 candidats nouveaux et récalés ont participé aux épreuves qui ont duré. Le ministre de l'Éducation nationale se dit satisfait du bon déroulement des examens officiels allant de la 6e année fondamentale au bac 1. Selon Nespi Maniga, cette année, 52% des filles subissent les examens du bac 1 et 2, ce qui prouve que la scolarisation des filles a été prise en charge. Les propos du ministre Maniga au micro de Fridjine Vanessa Delciné et Jasmin Deli. Donc, son période assez longue de préparation qui prend pratiquement presque un mois, côté que nous déjà réalisé examen 6e année fondamentale, examen 9e année fondamentale. Jeudi, n'a pas abordé dernière journée, 4 jours examen baccalauréat première partie et semaine prochaine nous allons aborder dernière classe d'examen qui c'est baccalauréat deuxième partie. Année ça c'était un examen qui était mobilisé environ 770 240 élèves dans 4 niveaux ça. De manière particulière, nous capables de dire que pour bac 1, bac 2, c'est environ 266 843 élèves exactement qui étaient participés ou qui ont participé dans bac 1, bac 2, avec quand même une belle satisfaction pour tout le monde qui a observé en Haïti question du genre, question qui genre filles ou mesdames ont accès à la scolarité. Je suis capable de faire annoncer ça, c'est que pour bac 1, bac 2, il y a 52% de filles qui ont participé, qui inscrits, qui ont participé à l'examen bac 1, bac 2. Environ 8000 cas de fraude ont été recensés au cours des examens d'État déjà déroulés cette année. Le ministre de l'Éducation nationale se dit préoccupé par les tentatives de fraude de certains responsables d'établissements scolaires cherchant à inscrire des candidats aux examens d'État en dehors des règlements relatifs aux conditions de validation. Nesmi Maniga lance une nouvelle mise en garde contre tous les concernés. Anessa, c'est environ 8000 que différents types de cas qu'on présente. C'est des gens qui ne sont pas admis nécessairement en rito, des gens qui ne sont pas admis
en secondaire, et troisième, si moun qui présente qui fait usage de faux papiers, candidat qui n'a pas de nombre d'années requis pour être capable de passer l'épreuve là, avant 9e année, ou bien des informations incomplètes ou fausses. Donc, même gens tout, qu'on a des cas tout que le ministère mettait en attente, c'est à la dernière minute, il valide des cas, il dit oui, si moun ça, il est éligible pour passer l'examen. Donc, c'était un ensemble de dispositifs que nous avons renforcés pour que nous soyons capables, en amont, faire notre passé pour capable décourager le directeur de l'école qui n'a pas respecté les consignes et en même temps tout décourager les gens qui t'a voulu pas ou bien pas passer classe d'examen ou bien utiliser papier pas véritablement pour aller passer l'examen. Donc nous année ça nous quand même capable de dire presque de moitié nous recenser nombre de cas problématiques. Nous espérons qu'au fur et à mesure que l'information a bien passé, que Timounio a bien comprendre, que la direction de l'école a pris plus de responsabilités pour que le ministère ait moins de travail pour le faire en termes d'élimination de candidats qui ne sont pas éligibles. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale a pris en charge le cas des élèves handicapés. Ils sont environ 91 élèves souffrant de déficiences motrices à prendre part aux examens d'État, dont en 16 en réto et en philo, bien sûr. Certaines salles d'examen ont été aménagées afin de faciliter l'accès à ceux qui utilisent les chaises roulantes et d'autres accessoires. Les explications du ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga. Le ministère fait un pile effort pour que l'y inclue de plus en plus de gens qui souffrent de handicap. Nous connaissons en Haïti un pile effort qui était pour faire pour que ce soit des gens qui sont non-voyants, malvoyants, sourds, qui ont un handicap moteur, puis capable non seulement à l'école, mais arriver dans la classe d'examen et participer à l'examen. Année ça, nous avons un total de 91 petits gens qui sont en situation de déficience qui participent. Et d'ailleurs, dans le réto, nous avons 8. Dans le philo, nous avons 8 petits gens pratiquement non-voyants, pour ne citer que cas seulement, totalement non-voyants, qui ont participé dans l'examen. Et le ministère, année ça, a fait effort d'inclusion côté de moun sa yo composé normalement dans le centre d'examen. Ce n'est pas un côté en particulier que elle composé, il composé avec tout l'autre petit monde, non salle, et le ministère a fait effort tout. Avant, c'est que Forti moun sa yo tant que tu fait en transcription en braille de texte, et puis c'est l'autre petit monde composé, ou même, il pas commencer l'examen. Année ça a été un effort que tu fait pour que vous commencez composé même le avec tout l'autre petit monde. Donc il faut que tu aies fait pour que la transcription en braille la faite à temps et que vous participez normalement à l'examen. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite du bon déroulement des examens officiels cette année grâce aux différentes mesures, notamment le port des uniformes des différents établissements scolaires adoptés par le ministère et ses collaborateurs. Décision qui n'est pas sans conséquence pour certains secteurs comme le commerce. Les marchands de vêtements au centre-ville de Port-au-Prince se plaignent de la baisse des recettes qui, contrairement à cette année, augmentait habituellement à pareille époque. Reportage Michel Alexis et Fézé Mathieu. Contrairement aux années précédentes, les marchands de vêtements au bas de la ville de la capitale haïtienne ont davantage de difficultés à écouler leurs produits. Remplis de colère et d'émotion, ces détaillants, pour la plupart des parents, dénoncent la décision du ministère de l'Éducation nationale d'encourager le port de l'uniforme aux examens officiels cette année. Même à 5 bouts de bagarre là, ça te fait ça, il a vu à l'école à uniforme. Les commerçants demandent aux autorités d'adopter des mesures qui entraîneraient des retombées positives sur la vente. Changement pour moi, c'est parce que moi-même, depuis un changement dans le pays, là, je mange, je ne peux pas mettre des gouvernements. Si certaines personnes désapprouvent la décision du ministère de l'Éducation nationale, d'autres cependant n'y voient aucun problème. Je suis pas d'accord avec les parents mieux, mais si je ne là, tout le monde à l'école, ça va venir, est-ce qu'il y a beaucoup de encore mieux? Notons qu'avant cette nouvelle mesure, différents secteurs de la société attiraient l'attention sur les tenues jugées trop indécentes de nombreux candidats. Dossier santé à ce journal, la fièvre chikungunya commence à avoir des retombées négatives sur l'économie des petites bourses en Haïti, fait remarquer le sénateur Francisco de la Cruz.
Cette situation résulte de l'absence de politique visant à combattre de manière efficace l'épidémie dans le pays, soutient le parlementaire. Francisco de la Cruz affirme que la diaspora haïtienne manifeste peu d'intérêt à venir en Haïti par peur de contracter l'épidémie de chikungunya. Les explications du sénateur Francisco de la Cruz. C'est la vie de tous les jours pour les capable de démêler. Ça devient difficile parce que les gens qui ont arrêté la caillou, ni diaspora haïtienne, ni les qui haïtien et étrangers tout capable parce que dire il y a pas de chikungunya donc il va rentrer. Or pas une politique vraiment de comment on appelle combattre chikungunya en Haïti et il y a un plus grand problème chikungunya. Les par exemple, au fin de chikungunya, ça va rien mais au point de partie comprimé 4 comprimés, ça casse la joue, mais c'est conséquences on t'a dit ce qu'elle yo qui était c'est augmenter parce que là me pose question chikungunya, ça qui me pose question chikungunya, c'est conséquences économique là même moun yo obligé gen moun par exemple connaît constipation on te dit déjà gen moun par exemple c'est diarrhée gen moun par exemple c'est douleur musculaire donc il obligé pour aller au médecin or moun ça pas en plus moun yo c'est petite bourse ça veut dire pas qu'à répondre à l'appel vraiment ça veut dire c'est ça plus grand problème c'est conséquences économiques graves vu ça ka bay problème dans pays d'Haïti parce que ça nous dit là pas une conséquence économique très grave parce que déjà nous dit que commence à des mesures gen des moun qui dans le pays pas qu'entrer gen diaspora pas qu'entrer parce que peuple va prendre chikungunya. Vous suivez le Grand Journal, notre page d'information internationale après cette pause publicitaire. Fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, vous t'as passé pour t'avoir bagage ça. Mon pas même de machine, ça vous fait caoutchouc. D'accord, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machines baissées, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bon, m'a bien ouvert là. Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique. Gratis, chérie. Qui t'appelle le bon chéri? Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur? Ça veut dire là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre bio. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ou puis atterrissage nous entendez. Posez, purti. Merci de votre fidélité au Grand Journal. À l'étranger, 2 morts et plus d'une vingtaine de blessés. C'est le bilan de l'effondrement d'un viaduc inachevé à Belo Horizonte, au Brésil. Un autobus et des camions se sont écrasés sous le poids de la structure en béton. Le viaduc faisait partie des infrastructures qui devaient être mises sur pied spécialement pour cette Coupe du Monde de football. Le bilan qui pourrait s'alourdir selon les autorités brésiliennes. Détail avec Euronews. Un viaduc s'effondre à Belo Horizonte au Brésil. Il y aurait au moins 2 morts et une vingtaine de blessés selon les services de secours sur place. Une des 2 victimes se trouvait dans le bus au moment du drame.
Les images de la télévision brésilienne montrent une partie d'un bus écrasé sous le viaduc. 2 camions et un autre véhicule ont également été endommagés. Ce viaduc, qui était encore en construction, se trouve dans le nord de Belo Horizonte, à 3 km du stade Mineirão, qui a déjà accueilli 5 matchs. Mardi prochain, l'une des 2 demi-finales de la Coupe du Monde doit y avoir lieu entre les vainqueurs des matchs France-Allemagne et Brésil-Colombie qui se jouent ce vendredi. Ce viaduc faisait partie d'un nouvel ensemble autoroutier destiné à désengorger cette métropole du sud-est du Brésil, peuplée de 5 millions d'habitants, où la circulation est particulièrement dense. À la veille du 4 juillet, fête de l'indépendance des États-Unis, les autorités américaines ont réclamé des mesures de sécurité renforcées dans certains aéroports étrangers d'où partent des vols à destination des États-Unis, des mesures prises en réaction aux nouvelles stratégies des terroristes pour tromper les contrôles. Cette annonce des États-Unis intervient alors que le suspect numéro 1 dans l'attaque du consulat américain à Benghazi en Libye est renvoyé devant la justice américaine. Suivez ce reportage d'Euronews. Ici, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, on n'a pas attendu longtemps pour mettre en place les consignes des États-Unis. La sécurité est renforcée. C'est la Grande-Bretagne qui a été la première à annoncer le durcissement de son dispositif de sécurité pour les vols directs à destination des États-Unis. Le gouvernement de Barack Obama est inquiet des nouvelles menaces terroristes, notamment à l'approche de la fête nationale du 4 juillet. Les fouilles effectuées au hasard vont se multiplier. Certains passagers devront enlever leurs chaussures et pour certaines destinations, ils devront tous les enlever. Les passagers en direction des États-Unis feront l'objet d'un contrôle plus scrupuleux. La mise en garde de Washington intervient alors que la Syrie et l'Irak sont envahis par les djihadistes. Autre menace, les Européens partis faire le djihad en Syrie. Washington craint enfin une nouvelle génération d'explosifs miniaturisés et difficilement détectables, inventés notamment par Al-Qaïda au Yémen. Alors que des milliers d'Américains se préparent à célébrer l'anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis, ce 4 juillet, l'ouragan Arthur menace de toucher le sud-est des États-Unis. La première tempête tropicale devenue ouragan s'est en effet renforcée mercredi, déversant des trompes d'eau sur certaines plages touristiques du sud-est des États-Unis. Détail Euronews. L'ouragan Arthur s'invite pour la fête nationale américaine. Il pourrait toucher le sud-est des USA la nuit prochaine et en particulier les plages touristiques de Caroline du Nord. Le cyclone désormais en catégorie 2 ne cesse de se renforcer avec des vents de 150 km/h. La Virginie et la Caroline du Sud sont également en alerte. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. Le bicolore national n'est pas mis en berne sur tous les édifices publics et privés, comme sollicité par la présidence qui a décrété 3 journées de deuil national en hommage à la mémoire de l'ancien président Leslie François Manigat, décédé le 27 juin dernier. Le CEP décide de reporter au 12 juillet prochain l'ouverture des inscriptions des candidats aux prochaines élections en vue d'une plus large participation des partis politiques au processus électoral en cours. Le président Michel Martelly participe à la 35e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui se déroule à Antigua et Barbuda. Lancement par le Premier ministre du programme d'aménagement intégré des quartiers informels de Port-au-Prince, projet financé par l'Union européenne à hauteur de 30 millions d'euros. Et puis le ministre de l'Éducation nationale satisfait du bon déroulement des examens officiels allant de la 6e année fondamentale au bac 1. Nesmi Manigat réitère sa mise en garde contre les fraudeurs. À l'étranger, 2 morts et plus d'une vingtaine de blessés, le bilan de l'effondrement d'un viaduc inachevé à Belo Horizonte au Brésil risque de s'alourdir selon les autorités. À la veille du 4 juillet, fête de l'indépendance des États-Unis, les autorités américaines réclament le renforcement des mesures de sécurité dans certains aéroports étrangers d'où partent des vols à destination des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.